Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur un nouvel épisode de Radio Captain, le direct dans tes dents. Euh, oui, déjà une personne. Diantre, fichtre, je suis surveillé. Alors, il y a eu un peu plus de pub, j'espère que ça marchera. Le dernier record était 9 personnes durant le direct. On va essayer de faire au moins aussi bien, et peut-être 10 personnes. Et là, ce sera très très bien. Bien. Alors, pour ce petit direct que je vous propose aujourd'hui, puisque, bah, vu les sondages que j'ai mis un sondage, hein, tous les 15 jours, ça a l'air de vous plaire. Eh bien, ma foi, nous ferons un petit direct, tous les 15 jours, ce qui nous permettra, voilà, moi, déjà, ça me permet de réfléchir à un sujet de discussion un peu intéressant et puis aussi, s'il y a des sujets qui vous intéressent, eh bien, vous m'en parlez, vu les multiples canaux sociaux qui existent désormais, qui rapprochent les gens, par internet, mais les éloignent sous d'autres formes. Grâce à ça, nous pourrons, échanger et vous pourrez me dire: «Beh, voilà, j'ai une question, est-ce que tu peux en traiter dans ton prochain live?» et ce sera fait avec plaisir. Aujourd'hui, bon, mais j'ai plusieurs, on va commencer par les nouvelles, petit sommaire des nouvelles que je vais traiter. Donc le dernier week-end le week-end dernier, là, j'étais en Corrèze pour un petit camp de reconstitution, du côté du Mont Gargan. Alors c'est un coin très, très joli à aller et pour aller visiter, hein. C'est un peu paumé, mais c'est pas mal. Et à côté de ça, au niveau histoire, c'est quand même bien chargé. C'est un haut lieu de la résistance française, durant la Seconde Guerre mondiale, avec un héros, qui se nomme Georges Guingouin et c'est donc en l'honneur de ce héros et de tous les hommes et femmes qui l'ont aidé dans son combat, que nous avons fait un petit camp de reconstitution. C'était vraiment sympa. Je vous donnerai un peu plus de détails après. Ensuite, nous allons discuter à propos, des nouvelles, par rapport à mon club, tout ça. Ah merde, je vois que j'ai oublié un truc, il va falloir que j'aille le chercher. J'irai le chercher pendant la pause. Donc, voilà, par rapport à mon club, comment ça peut se passer, tout ça. Et je ferai un petit peu de lecture, une lecture très intéressante que j'étais complètement passé à côté à la première lecture il y a quelque temps. Et là, en le feuilletant, je suis retombé dessus comme par hasard. Et comme par hasard, mmh, 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 c'est du caviar. Et enfin, nous traiterons du sujet principal de ce direct, un sujet qui risque d'être un petit peu polémique, le sujet de la théorie de l'encaissement lorsque l'on fait de la boxe. En attendant, je vais aller chercher le petit truc que j'ai oublié. Ah oui, j'oubliais le dernier direct que nous avons fait, il avait été suggéré l'idée de goûter un peu les produits terroirs. Et donc, pour ce soir, je vous propose de goûter un Totavel, Totavel de l'année 2018. Totavel qui se situe dans les Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales, très beau département. Alors pas forcément Perpignan, hein, qui est devenu plutôt une plaque de béton, mais les alentours, Tautavel, en plus berceau de l'humanité et ils ont retrouvé en fait la la face d'un mec qui s'est fait bouffer par ses collègues et donc du coup, bon, voilà, c'est le gars du coin, hein, il s'est fait croquer. Bon, ça arrive, hein, maintenant on se fait croquer des fois différemment et lui il s'est fait croquer littéralement, par ses collègues. Méfiez-vous. Méfiez-vous de vos amis qui ont faim, ils peuvent vous manger. Alors j'ai déjà pu, goûter un petit peu de ce précieux nectar. Bon, c'était un très, très, très bon millésime, mais là, on va continuer un petit peu, je vous donnerai mes impressions. Je vous abandonne 30 secondes, le temps d'aller chercher, le livre dont j'ai besoin et nous attaquons directement ce direct plein fer, plein tube. On va s'en mettre, plein la panse.
Hop. Le petit verre qui sera intéressant pour quand on attaquera la partie principale. Bien, attaquons, c'est parti. C'est parti, attaquons. Bon, alors, donc le week-end dernier, j'étais du côté de Saint-Gilles-les-Forêts pour un camp de reconstitution historique, dont le but était de célébrer Georges Guingouin et sa petite bande de maquisards qui ont bien foutu le boxon durant la Seconde Guerre mondiale, à tel point qu'ils se sont même permis de vaincre les Allemands en bataille rangée. Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Quel est l'intérêt? Pourquoi tu nous parles de ça? Eh c'est très simple, les amis, c'est très, très simple. Parce que j'en ai profité pour faire découvrir les arts martiaux français, notamment aux petits jeunes, qui veulent participer au camp. Ils ont pu donc découvrir un petit peu le chausson, les principes de savate et le jeu de la baïonnette. Alors, on n'avait pas d'équipement pour se bagarrer. Ils ont appris de la gestuelle pure et dure et de la technique. Et ça leur a plu. Ça leur a plu. Ça leur a plu aussi au public présent. Donc, vous voyez, il ne faut jamais manquer d'une occasion. Toutes les occasions sont bonnes pour parler des arts martiaux français, parler de l'histoire des maîtres, de faire découvrir, faire essayer. C'est bien. Il faut en profiter. Surtout sur ces événements historiques, hein, ça a totalement sa place. Ça fait partie de la sauvegarde culturelle, hein, de savoir comment nos anciens s'amusaient un petit peu en salle d'armes. Donc voilà, petite parenthèse, c'était bien sympa. Si vous faites de la reconstitution qui traite du sujet français, hein, c'est sûr, si vous faites de l'américain ou de l'allemand ou de l'anglais, ce sera moins à propos. Mais si vous traitez des sujets français, faites l'effort de parler des arts martiaux français un petit peu, pour montrer et si vous en savez un peu, montrez aux gens. Ça ne pourra que leur plaire. Hop, on va remettre un peu la caméra parce que c'est pas génial. Là. Alors, ensuite, oui, alors gros sujet. Donc, comme vous le savez, je bois un coup parce que c'est un gros sujet. Comme vous le savez, mon club est affilié à la Fédération des arts martiaux historiques européens. Bon, à partir de cette année, ce ne sera plus le cas. Nous ne nous réaffilierons pas, tout simplement parce que vu le contexte actuel et qu'on peut rien faire, il y a rien, voilà, bon, on jette l'éponge. Peut-être qu'un jour nous y reviendrons, s'il y en a un intérêt. Mais actuellement, effectivement, je juge plus, c'est pas pertinent à l'heure d'aujourd'hui, j'en vois pas la pertinence. Il est fort probable que mon club ne réouvre pas cette année. Donc c'est pas grave, hein, je vais pas me biler pour ça. Donc pas de réaffiliation, nous ne serons donc plus adhérents de la FF à MHE, mais ça ne veut pas dire que nous n'en ferons pas. Sujet clos. Maintenant, nous allons faire un petit peu de lecture et nous allons parler ouais, vous avez vu le marque-tapage, c'est spécial ça. C'est pour le coin lecture. Nous allons donc parler de la boxe française éducative et sportive par le professeur Boucher, Paul Boucher, si je me souviens bien de son prénom. Paul Boucher qui était un élève de Charlemont, de la famille Charlemont. Alors, j'étais en train de lire une petite note, page 65, que nous dit le monsieur. Il parle des coups spéciaux, tout ça, et c'est là que ça devient intéressant, donc je vous fais un petit peu la lecture. Nous laissons aux lecteurs qui pratiqueront la boxe le soin de trouver d'autres combinaisons utiles. Le champ est grand ouvert à leur imagination. Donc déjà, ça c'est très intéressant à voir, c'est que le gars, il te dit, ce qui est dans le bouquin, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un début, mais c'est clairement pas la fin. Donc après, il faut que tu crées. Ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas rester figé sur l'écrit, même si c'est une base indispensable. Il ne faut pas y rester figé dessus, il ne faut pas rester, dans une aptitude morbide et de ne pas rester, en fait, sur une forme de momie qui ne vit pas. Les arts martiaux vivent. Ils vivent au gré des maîtres, ils vivent au gré des élèves et des idées qui naissent et des voilà, du brassage d'idées et donc du coup, effectivement, s'il n'y a pas d'évolution, alors quand je dis évolution, c'est-à-dire d'amélioration de notre technique ou de recherche à trouver de nouvelles combinaisons, de nouveaux exercices, des nouvelles pièces, comme ils aiment le dire.
Si c'est pour rester dans une attitude morbide, aucun intérêt. Ainsi entraîné et préparé, l'élève peut commencer à faire assaut. Disons immédiatement que l'assaut est soumis à des règles absolument rigoureuses dès qu'il s'agit de concours et de championnats pour le sport. Nous donnons, du reste, ci-après les règles de l'assaut. Donc il y a l'article qui explique, qui décrit toutes les règles. Mais dans les assauts privés, dans les assauts en salle, qui ne sont que la mise en pratique des coups étudiés, tout peut être conventionnel. Donc ça reste à la charge du professeur. C'est lui qui va dédier, qui va donner le codex à suivre, le cadre des assauts. Au début, et là écoutez bien, hein, vraiment écoutez bien, au début, on supprimera les coups difficiles ou dangereux. Mais au fur et à mesure, on y ajoutera les arrêts, donc les coups d'arrêt, les prises et ramassements de jambes. Ha! Les prises de lutte. Ho! Les coups de poing variés de la boxe anglaise. Ho! Et tout ceci, car il ne faut pas perdre de vue que la boxe française est un excellent exercice de défense. Exercice de défense. C'est dit. Et qu'il faut savoir s'en servir le cas échéant avec le maximum de rendement. Et ça rejoint ce que je disais il y a quelque temps, enfin voire quelques mois, voire une année ou deux, quand je parlais de l'efficacité en termes de rendement, en termes de vision capitaliste, c'est-à-dire on le fait parce que ça sert à quelque chose. Et bien voilà, là le rendement quand on utilise la boxe française, c'est il faut que ça marche, il faut survivre. Et je pense qu'on revient un peu à cette idée. L'assaut, on en jugera facilement, développe les qualités de jugement, d'à propos, de décision, de vitesse, de souplesse. Nous recommandons aux tireurs la plus grande courtoisie, la plus grande camaraderie. Pas de faux amour-propre pour annoncer une touche, jamais de discussion. L'assaut est un entraînement, effectivement, mais c'est celui qui permet le mieux de mettre en pratique les choses qu'on a appris pendant la leçon. Autrement dit, si vous bourrinez en assaut et que vous ne savez pas faire bien les techniques, vous n'avez pas appris et vous ne mettez pas en pratique. Autrement dit, ce que vous faites, ça ne sert pas à grand-chose. Ça vous appliquez pas la leçon, tout simplement. Oui, la plus grande courtoisie. Ça, Superfab, il en avait parlé dans une de ses vidéos, la courtoisie, hein. Heu, Pas de faux amour-propre, c'est-à-dire, on accepte d'avouer la touche quand on est touché. Alors, petit commentaire, est-ce que ces évolutions comportent également des éléments de biomécanique comme la sollicitation, rotule, les hanches? Ah naturellement, mais ça se fait sans qu'on en parle. Ça se fait tout seul, ça se fait quand on a quand on voit l'exercice, on voit qu'on fait de la biomécanique. Parce que toujours pareil et ça, c'est dans les textes, c'est quand ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Les exercices de boxe française et les techniques de boxe française ne font pas mal au corps, à moins que vous ayez des problèmes physiques, patents, qui font que, voilà, si vous avez une entorse au genou et que vous faites de la boxe française, vous aurez mal au genou. Mais si vous êtes dans une santé, normale, je veux dire, vous n'avez pas de douleur, heu et que vous faites vos exercices, vous allez travailler naturellement la biomécanique. Parce que même les exercices et les techniques de boxe française et d'arts martiaux français en général respectent la biomécanique. Ça respecte le corps. Je n'ai pas trouvé, enfin, c'est très très rare de trouver une pratique, outre martiale, même sportive, qui respecte autant le corps que les arts martiaux français. Et ça, on le retrouve, enfin, ça se retrouve quand on pratique, quoi. C'est simple, moi, enfin, moi, mes élèves, je leur dis très simplement: «Si quand tu fais, ton chassé, tu as mal quelque part, c'est que c'est pas un bon chassé, tu t'es trompé. Et même si quand tu fais ton chassé, tu te sens pas beau, c'est que c'est pas bon, il manque un truc». Il faut se sentir beau, il faut que le corps se délie tout seul, ça roule, quoi. Donc effectivement, la biomécanique, elle est respectée de fait, parce que la boxe française et les arts martiaux français, ils respectent la biomécanique de fait. Donc pour moi, la question ne se pose même pas. Faire des arts martiaux français, c'est respecter la biomécanique. Si vous avez mal quand vous faites votre technique, c'est que vous la faites mal. Point final. Moi, au bout d'un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc effectivement, quand vous faites, les exercices, les évolutions, c'est de la naturellement, c'est de la biomécanique. Bref, reprenons. En public
et ça c'est important aussi, ne jamais oublier qu'il s'agit d'un sport qui nous est cher. Donc, ils font la différence, quand on est en public, c'est un sport, c'est un spectacle. Donner à l'assaut de la finesse, de l'élégance, de la variété, le rendre presque conventionnel. Annoncer toutes les touches avec franchise, pas de coups doubles, le moins d'arrêts possible, pas de brutalité, de façon à laisser de la boxe française la meilleure impression. Ben, on est clairement dans du spectacle et dans de la promotion. On essaye de faire quelque chose de beau, de propre, de sympathique, d'agréable à l'œil et qui donne envie. Faut faire, faut faire rêver, quoi. C'est ça, il faut faire rêver. Mais déjà à l'époque, ils le savaient. L'assaut de concours et de championnat a pour but d'accumuler des points. Donc déjà, là, on sait qu'on est dans du sport. Il explique, c'est des points. Nécessairement, il sera plus dur, plus heurté et par conséquent moins élégant, moins courtois et aussi aura une propagande moins efficace que l'assaut amical. Et donc après, il donne les règles. Donc vous voyez, Paul Boucher, hein, qui n'est pas n'importe qui, lui, il considère que l'assaut compétitif est une moins bonne publicité que l'assaut démonstratif, l'assaut amical, l'assaut propre et esthétique, l'assaut joli. Et je ne peux que le rejoindre parce que c'est ce que ce sont j'ai tiré les mêmes conclusions avant même de connaître l'existence de ce livre. C'est les conclusions que j'avais tirées moi-même. C'est-à-dire que faire de la promotion par le biais de la compétition, notamment par le combat et par quelque chose de dur, n'est pas forcément la meilleure façon. Ça l'a peut-être été à une époque, et on en avait parlé la dernière fois, ça l'a peut-être été à une époque, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir cette stratégie et montrer que on peut pratiquer les arts martiaux français de façon tout à fait hygiénique pour son plaisir, pour se faire du bien, pour bouger, pour se changer les idées, pour faire le vide. Voilà, un truc, bon, ça veut pas dire faire de la boxe, mais faire de la canne, faire de l'escrime, faire du bâton, voilà, faites ce que vous voulez. Mais pour se faire plaisir, vider le corps, vider l'esprit, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous tourmenter l'âme, actuellement. Grâce aux arts martiaux français, vous pouvez faire une pause de tout ça, sanctuariser un moment où vous serez tranquille et à côté, vous avez, l'aspect compète, combat, tout ça. Mais ça n'intéressera pas, ça n'intéressera pas la majorité des gens. Vous aurez, les amateurs de sport à la télévision qui le regarderont, mais eux, ils pratiqueront pas. Et vous avez les amateurs de compétition qui, eux, représentent maximum 5 des gens qui vont participer aux compètes, enfin sur, on va dire, sur une masse de population, vous en aurez que 5 qui seront vraiment intéressés et pour aller, pour des résultats, pour faire quelque chose. Parce que c'est sûr, ça c'est un truc, bon, quand j'étais petit, je faisais du judo et dans le club où j'étais, ils étaient ultra compétition et bon, super, on m'avait envoyé en compétition, on me faisait faire un truc que j'aimais pas du tout et au final, ça s'est jamais bien passé. J'ai jamais vécu ça bien, parce que ça m'intéressait pas et voilà, voilà, on tombe toujours mais bon, vous pouvez revoir les autres vidéos, hein, c'est des sujets que j'ai déjà évoqués plusieurs fois et il faut laisser la compétition à ceux qui veulent en faire et il faut foutre la paix à ceux qui ne veulent pas en faire. Et ne pas les brimer pour autant, ne pas ne pas les rabaisser moralement, ne pas dire qu'ils ne valent rien, tout simplement parce qu'ils ont pas envie ils ont pas envie de faire ce compète. Ouais, ils font leur vie et s'ils aiment faire, je sais pas moi, du badminton pour le plaisir de faire du badminton sans avoir à aller faire de la compète, on le laisse faire son badminton tranquille avec son collègue et ça se passera très bien. Donc là, on a fini avec, les news. Les nouvelles des 15 derniers jours, on va pouvoir attaquer, le sujet de l'encaissement, mais ah, petit commentaire. Alors, existe-t-il des techniques de BF que l'on ne voit pas dans l'autre? Déjà, enfin, je dirais que oui, mais je connais pas en fait, je connais pas assez bien les autres techniques de self-défense pour te dire que si oui ou si non, en fait. Donc je pourrais présager. Il faudrait en parler avec Superfab. Qui a pas mal de connaissances sur le sujet. Moi, personnellement, je suis pas sur l'aspect self-défense. Moi, je fais de la culture, je fais de la vulgarisation, de la découverte. Moi, la self-défense, ça fait partie c'est, on va dire, c'est même pas 10 de ce que je fais. Effectivement, il doit y avoir des techniques qui n'existent pas ou qui sont peu utilisées ou peu connues. Sûrement, mais j'avoue que c'est pas un sujet qui me passionne vraiment. Moi, je suis plus quand même dans le côté culturel. Alors alors, mince, désolé,
Je galère des fois avec le chat. Ça y est, là, j'ai trouvé. Hop. Alors bonsoir, entièrement d'accord sur la compète et le reste, et merci pour ton travail autour de la BF, ce qui a donné un sacré boulot pour avoir tenté de le faire. Ah ben c'est pas vraiment le boulot c'est une chose. Le boulot c'est une chose. Euh, Ce qui m'a surtout, et ça j'en avais parlé la dernière fois aussi, c'était avec un petit gars du Québec. En fait, c'est un peu la crainte de se lancer, parce qu'on sait qu'on va se faire lyncher par l'un ou par l'autre. Mais en fait, on s'aperçoit que quoi qu'on fasse, on se fera lyncher. Si tu fais rien, on va dire que tu es un branleur. Si tu fais quelque chose, on va dire que tu fais de la merde. Et donc dans tous les cas, ça n'ira pas. Et en fait, il faut passer outre tout ça. Il faut se détacher, il faut accepter que, bah, on aura toujours quelqu'un pour venir nous casser les bonbons. Une fois que tu l'as accepté et que tu sais que ça va arriver, tu t'en fiches. Le gars, beh, s'il est dans la discussion, et qu'il est il est vraiment dans une démarche de pour, bah, il critique parce qu'il connaît pas ou qu'il a une autre, et qu'il y a une discussion possible, bah, la discussion se fait. Si le gars, c'est un abruti, permaban. De toute façon, tu le verras jamais. Il viendra jamais au club pour te défier, de ça. Donc, comme quelquefois, moi, il y a des gars qui m'ont insulté, heu, ouais, il y en a eu 2, ouais, il y en a eu 2, ouais, qui m'ont insulté, publiquement, tout ça, mais j'avais dit: «Beh, viens au club, on verra ça en vrai». Ils sont jamais venus. Donc au final, ça sert à rien de s'énerver et on sait on va avoir des gens qui vont nous cracher dessus, mais c'est pas grave, on s'en fout au final. De toute façon, ceux qui crachent, souvent, ce sont ceux qui font rien, ils passent leur temps à chouiner sur Facebook, à dire que, beh, ils n'y arrivent pas, pourquoi ou tout ça. Bon bref, faut squeezer ces gens-là, faut les laisser dans ce qu'ils sont et nous, faut continuer à avancer. Du travail, il y en a effectivement. Sûrement, je ne finirai jamais mon œuvre, hein, ça c'est fort probable, hein, peut-être à 70 ans, j'aurais pas fini. Mais tant mieux, tout ce que je souhaite, c'est que quelqu'un se sente investi par un petit peu la même mission et prenne le flambeau à sa façon. Peut-être que ça me plaira pas forcément parce que je serai devenu un vieux con, mais, heu, mais il aura quand même pris le flambeau et c'est ça qui est beau. En gros, c'est ça, c'est essayer de relancer cette machine intergénérationnelle et effectivement, les arts martiaux français, par celui ou celle, hein, qui reprendra ma suite son approche sera différente et ça, c'est tout à fait normal. Il sera en accord avec l'air de son temps. Comme les moi, enfin, j'ai eu des changements par rapport à ce que j'ai lu dans les bouquins. Je fais pas pareil, je fais pas la même chose exactement. C'est pas possible. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il faut survivre et pour survivre, il faut s'adapter et donc, les arts martiaux français doivent s'adapter à leur temps et en s'adaptant à leur époque. Bref, en tout cas, merci pour ton compliment, Thomas. Ça me fait bien plaisir et je n'ai pas fini et il y a encore du boulot. Oui, il y a des domaines que je n'ai même pas effleurés, j'ai juste évoqué, je n'ai même pas effleuré. On en a pour, il y a du boulot. Bien, passons aux choses sérieuses. On va aller goûter ce petit Tavel de 2018. Hop, on va sortir le matos qui va bien. Tac. Alors c'est une bouteille que j'avais achetée pour pouvoir aller. J'avais pris deux sœurs là, pour le week-end dernier. On s'en est sifflé une avec deux anciens là. On a passé une soirée d'enfer. J'ai réussi à trouver ma tante. Ça a été un miracle. Euh, grosse soirée. Grosse soirée bien, bien pleine de bons souvenirs. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Hop là. Tac. Ça, c'est le petit son qui va bien, ça. Donc, on va goûter ça. Hop là. Ah, ils sont bons, ouais, déjà. Alors, je suis absolument pas expert en vin, je suis pas œnologue, je fais au feeling. Mais c'est vrai qu'ils sont bons, j'aime bien cette odeur, là. Il est bien rouge, bien noir, là, bah, j'aime. Ah, il va bien, hein. Il va bien. Bref, j'espère que je survivrai à ce live. Je compte pas finir la bouteille. On va quand même y aller mollo. Le sujet du jour, c'est la théorie de l'encaissement. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est que, c'est ce que j'appelle moi personnellement la théorie de l'encaissement, et c'est principalement à la boxe et tout ce qui est
kickboxing, tout ça là, où les gars plaquent les bras contre le corps pendant que l'autre tape pour que le coup, on prend le coup, et on considère que c'est une garde. Souvent on dit, «Monte les gants, mets ta garde, plaque-toi contre toi, voilà, voilà», et puis l'autre il tape dedans là et puis on se dit: «Je suis protégé». En fait non, hein, on n'est pas protégé tout simplement parce que l'énergie d'impact elle est transmise quand même, hein. Alors avec des gros gants mous, effectivement c'est assez limité, ça il y a une certaine limite, mais ça dure pas 10 ans. Je parle de vécu personnel, hein, c'est au bout d'un moment, même si ça tape dans les gants, l'énergie elle passe dans la tête, c'est pas bon. Pour après vous avez des bras meurtris ou que quand vous prenez un bon middle kick, pour parler, kickboxing, un bon middle kick dans les bras avec le tibia, que le gars il vous pétrit, les muscles des bras. C'est pas une protection, c'est pas une parade, hein. C'est ce que j'appelle la théorie de l'encaissement, c'est le fait de croire que le fait de se raidir et de prendre les chocs sur soi en disant: «J'ai pas mal, je suis un dur, j'ai pas mal, je suis un dur», vous permettra d'encaisser éternellement. C'est pas vrai. C'est comme si, à l'épée de pointe, hein, le gars plaquait son épée contre lui et que l'autre il perce quoi, en se disant: «Bah, bon allez, mon épée me protégera». Ça sert à rien, les coups passent. Ou si vous mettez les bras avec un coup de batte de baseball, vous cassez le bras. Voilà, et en fait, cette histoire de théorie de l'encaissement, je sais pas d'où ça vient. Vraiment, je sais pas d'où ça vient. Superfemme me disait que, ça venait peut-être de l'école hollandaise. Je peux pas dire, j'ai pas, je sais pas. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que et ça dans le bare knuckle, on en voit un petit peu. C'est le combat à poings nus là, ils ont pas de gants. J'ai remarqué, c'est en suivant les analyses de Greg Seco, pour ceux qui connaissent, l'artisan pugiliste. Il avait remarqué que ceux qui utilisaient, la garde active, donc le jeu des parades, finissaient en meilleur état physique que ceux qui ne l'utilisaient pas. Ceux qui claquaient les mains contre eux, qui prenaient donc les coups plein fer. Il a remarqué que ceux qui paraient, qui essaient de bloquer tout ça, ils avaient la gueule, elles étaient quand même un peu moins endommagées. Alors pour moi, c'était pas une nouvelle. C'est évident parce que dans les arts martiaux français, c'est ce qu'ils expliquent. En aucun moment, Charlemagne explique qu'il faut prendre le coup contre soi. Émile André en parle, donc c'est par rapport à la méthode Leclerc et Lecourt. Il en parle, où en fait, on garde le bras, la garde est assez basse, hein, donc on a le bras devant et le bras arrière. Le bras arrière est au niveau du plexus, et en fait, il explique que si jamais on n'arrive pas à esquiver, si jamais on n'arrive pas à parer, le bras, c'est lui qui prendra le coup, mais ça empêchera de prendre un coup au corps, et en fait, c'est un pis-aller. Voilà, c'est, dire si tu es pas capable de parer ou d'esquiver, c'est un pis-aller, mais c'est clairement pas une règle générale. C'est vraiment, c'est dire, mieux vaut ça que rien, quoi. Mieux vaut ça que prendre un coup de pied directement dans les côtes, et ça s'entend. Ça s'entend, c'est même, c'est très clairvoyant, hein, au niveau du contexte. On me dit: «On peut pas tout voir, on peut pas tout parer, on peut pas tout esquiver, c'est pas possible». Il y a toujours des moments, des failles. Et mieux vaut avoir un bras à ce moment-là qui protège, plutôt que rien. Alors effectivement, le bras par contre risque de lui d'être endommagé. Ça, c'est le risque, mieux vaut avoir, le muscle, une béquille au muscle du bras plutôt qu'une côte fêlée, voire cassée, parce que là, ça s'arrête de suite et si c'est un combat de rue, c'est foutu, hein. Donc, la théorie de l'encaissement, c'est cette idée d'avoir les bras plaqués contre soi et d'attendre, ou même la tête comme ça là, et d'attendre que l'orage passe. Souvent, l'orage ne passe pas, à moins qu'il y ait une riposte. Et là, on retrouve sur les principes fondamentaux. Et là aussi, je n'invente rien, je ne fais que lire les sources. Je n'invente rien. Les principes fondamentaux, c'est parade, riposte. C'est qu'on ne peut une vraie parade, n'existe que quand il y a une riposte dans l'immédiateté pour empêcher l'adversaire de continuer à attaquer. En fait, c'est un peu le principe de enfin, un peu comme, on va dire la guerre. Mais en fait, il faut essayer de rétablir, le principe de l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que si, vous avez un pays qui a une arme qui est phénoménale et qui ne trouve il y a aucune façon de riposter contre cette arme, tout le monde va fermer sa gueule parce que sinon le gars, enfin le pays en question va utiliser cette arme pour écraser la gueule à tout le monde.
Mais par exemple, le meilleur exemple, c'est l'arme atomique. Quand les Américains ont fait une petite démonstration de son et lumière sur le Japon en montrant: «Vous voyez, on en a 2 et on peut en faire d'autres. Fermez vos gueules parce que maintenant c'est nous les boss». Quelle a été, la première réaction, du principal pays, ennemi, potentiellement ennemi, les Russes? Et beh, c'était d'avoir eux aussi une bombe nucléaire. Parce qu'ils savaient que s'ils en avaient pas, les Américains dicteraient leurs lois. Ils atomiseraient littéralement les armées soviétiques et les Américains gagneraient. Donc l'équilibre de la terreur, c'est ça, c'est, de faire en sorte que, l'autre craigne autant que nous-mêmes on craint l'autre. C'est donc, beh, tout le monde a peur, donc tout le monde fait gaffe à ses fesses un petit peu. Eh bien, le principe de la parade riposte, c'est ça, c'est le fait de créer la peur chez l'adversaire, sachant que chaque fois qu'il attaque, non seulement son attaque énormément de chances d'échouer, mais en plus, il peut prendre un retour qui risque de lui faire plus mal que son attaque à lui. C'est ça. Et la théorie de l'encaissement, eh ben, on n'y est pas du tout là-dedans. On n'y est pas du tout, puisque beh, si on encaisse, on part pas et des fois, on encaisse mal et on peut pas riposter parce que, beh, ou on sait pas qu'est-ce qui se passe parce qu'on est caché derrière les gants, ou bah, l'autre, oui, il bombarde quoi et tant qu'il bombarde, on peut rien faire et si on n'a pas eu cette habitude de parer, de déstabiliser l'attaque adversaire de l'adversaire pour pouvoir riposter dans son temps d'attaque, ça devient très compliqué. Ça devient très, très compliqué. Alors, quelquefois, j'ai pu boxer avec des gens qui faisaient de la méthode moderne et les gars, ils me regardaient avec des yeux, en me disant: «Mais tu pas de garde?» J'ai dit: «Si, j'ai une garde. Bien sûr, j'ai une garde». Mais c'est pas la même que la tienne. Moi, ma garde ne consiste pas à prendre les coups. Ma garde consiste à dévier, parer, esquiver et pour ça, il faut que je vois. Si je mets mes gants devant moi, je ne peux pas dévier je ne peux pas détecter les dangers ou les feintes, tout ça, je peux pas le détecter puisque j'y vois pas. Donc si j'y vois pas, je peux pas réagir. Donc et ben, il faut que je me laisse du champ de vision et je suis où? C'est le paradis des nains et donc du coup, si je peux détecter les dangers, si je peux comprendre la tactique, pressentir les prochains coups de mon adversaire, je peux donc le parer, l'esquiver et riposter dans son temps d'attaque et c'est moi qui prends l'avantage. Donc voilà. Donc pourquoi avant ils le faisaient pas? Beh, parce qu'avant ils étaient dans une optique de parade et ça, la parade, on la retrouve notamment à l'escrime de pointe. On n'encaisse pas un coup d'escrime de pointe. Bah, sinon on se fait traverser et on a énormément de chances de mourir du coup, pour un hypothétique riposte qui peut-être ne marchera pas, parce qu'on n'aura pas le temps de la faire. Même à la baïonnette, on n'encaisse pas un coup de baïonnette, ni un coup de crosse. On l'esquive ou on le pare, ou alors on frappe le premier. Mais on laisse pas l'autre venir nous laisser on laisse pas l'autre nous taper pour pouvoir avoir une chance dans l'idée de le taper. Ce qui ça me rappelle des sujets, sur, notamment au niveau compétition, ce qu'on appelle le fait de l'after blow. Terme anglais intraduisible. En gros, l'idée c'est je me laisse toucher et je riposte dans le temps de riposte. Moi j'ai pris une touche, mais j'ai mis une touche donc ça annule. Beh, c'est anti-martial techniquement. Là, on est vraiment dans du sport et c'est anti-martial. C'est anti-logique parce que c'est anti-logique martiale parce que la logique martiale, il faut pas se faire toucher. Tout simplement parce que chaque touche peut entraîner des dégâts, ne permettant pas de pouvoir riposter. Le con. Il est vraiment bon. Ah, je vous le conseille, hein, Totavel réserve 2018. Je l'ai trouvé chez Super U. Il est vraiment pas mal. Alors, autre truc que j'ai découvert en lisant les bouquins d'époque, c'est, notamment c'est dans le manuel de boxe française de Legrand. Alors c'est un militaire qui en gros, c'est la méthode, académique, hein, c'est la méthode militaire qu'il expose et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de son bouquin, au niveau des règles d'engagement, des règles d'assaut, que tout coup qui est pris dans les bras plaqués contre le corps est compté comme coup ouais, il était grand, ouais, est compté comme coup, valable. Autrement dit, déjà, parce que la facilité, effectivement, quand on voit un danger, on a tendance à se blottir pour attendre que l'orage passe. Mais ça marche pas, vraiment ça marche pas. Vous voyez par exemple Canelo, le boxeur anglais Canelo.
de boxe anglaise, il est pas anglais, je sais plus, il est argentin, je crois, ou d'Amérique du Sud, je sais plus. Ouais, bon, quand on le voit faire ses esquives, il encaisse pas le gars, il esquive. Hop, il passe dessous, pim pam poum, il riposte et beh, le gars qui attaque, il en prend plein la quiche et il l'a pas touché. Beh, lui, il respecte le principe attaque, parade, riposte. Il a compris que s'il prend des coups, ça marche pas. Ouais, c'est particulier et donc qu'est-ce que nous dit Legrand? Ben, il nous dit que les coups que l'on prend sur le corps avec les bras plaqués contre le corps, ben, ça va c'est pas compté comme une parade, c'est un coup compté et ça, franchement, ce serait un truc à expérimenter, avec des boxeurs, hein, beh, voilà, vous faites de la boxe anglaise, si ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront peut-être, si vous faites de la boxe anglaise ou de la savate boxe française, de la savate moderne, heu, essayez l'expérience, heu, à chaque fois que vous prenez un coup, mais que vous avez les bras plaqués contre le corps, il est compté comme coup valable. Donc ça donne un point à l'adversaire et pensez avec cette logique, c'est-à-dire que si vous avez les bras, si vous parez pas, si vous faites pas le geste de parer loin du corps, enfin loin du corps, pas à 2 kilomètres, je veux dire que vous empêchez le coup de toucher votre corps ou votre tête. Si vous ne faites pas ça et que vous êtes touché les bras le long plaqués au corps, d'accord? Vous perdez un point, vous donnez un point à l'adversaire. Réfléchissez, faites un assaut avec cette logique et essayez de nous donner un retour sur ça pour savoir qu'est-ce que ça donne en vrai? Qu'est-ce que ça change dans votre façon de boxer? Qu'est-ce que ça change dans la vision, du jeu des parades? Est-ce que ça vous met la puce à l'oreille ou au final, bon, ben, vous acceptez que l'autre vous touche et vous essayez de toucher plus que lui derrière? Mais si l'autre, il part à chaque fois, que lui, il fait des vraies parades, qui gagne? Putain, il y a des moucherons là, c'est chiant. Qui gagne? Qui gagne? C'est celui qui aura pris le moins de points, enfin, qui aura concédé le moins de points à son adversaire et qui en aura pris le plus. Vous voyez, dans cette logique, franchement, essayez, ça peut être amusant. Ça peut être amusant, et je suis preneur de tout retour d'expérience sur le sujet. Alors, maintenant, cette théorie de l'encaissement, heu, alors là, pareil, j'ai pas la science infuse, c'est une vision que j'ai de loin, sans connaître et là, ce sont ceux qui m'écoutent et qui pratiquent les arts martiaux asiatiques. Est-ce que vous retrouvez cette théorie de l'encaissement, notamment dans les arts pieds-poings? Ou est-ce que, c'est plutôt une logique de, parade avec les bras ou avec les pieds ou d'esquive pour protéger le corps? Oui, apprendre la canne. Oui, ben salut apprendre la canne. Je suis flatté que tu viennes écouter mon live. J'espère que ça te plaira. Donc, beh, pour ceux qui sont, je crois que toi tu connais un petit peu le sujet justement sur les arts asiatiques. Est-ce qu'on retrouve plutôt une logique d'encaissement ou plutôt une logique de protection du corps? De ce que j'en avais vu, parce que quand j'étais petit, enfin petit ou jeune, j'avais fait du kung-fu, de type Shaolin, et en fait, c'était, les mêmes parades que très peu de choses près, il y avait très peu de différence au final avec la boxe française traditionnelle et beh, au final, on ne cherche pas à prendre le coup, c'est plutôt malvenu. Donc je me dis que c'est le sport et l'utilisation des gants rembourrés qui a amené cette idée qu'on peut encaisser les coups, heu, de façon, de façon beaucoup plus facile dans le temps et qu'en fait, là aussi on a normalisé un truc qui est pas normal, en fait. Bah, déjà parce que, on vit pas avec des gants, de boxe anglaise dans la vie de tous les jours, ce serait compliqué. Bon, on n'aurait pas froid aux mains, surtout en hiver, mais par exemple, pour se servir un verre, ce serait compliqué et donc je me disais que l'obligation des gants de boxe anglaise, qu'avait fait, le lord, Queensberry, je crois que c'est Queensberry, hein. Cette obligation alors ça a été très, très loin à l'époque, cette histoire d'obligation des gants, puisqu'ils pourchassaient les Anglais qui boxaient à l'anglaise et qui n'avaient pas de gants, hein, et ils risquaient gros les gars, hein.
Alors, petit commentaire, ça dépend du style. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Takeda disait: «Un homme qui recule est un faible». Musashi préconisait que la meilleure façon de résister à un coup, c'est de pas être sur son chemin. Ouais, c'est effectivement, c'est 2 approches radicalement différentes. Heu, OK, ouais, bah, en gros, quand même, sans vouloir faire de trop grosses généralités, à part effectivement, le Kyokushinkai, j'ai l'impression que les gars, ils ont zappé le chapitre parade protection du corps. Effectivement, heu, ils devaient pas avoir le temps au niveau du cursus scolaire. Les gars, ils ont zappé le chapitre. Chaque fois que je vois des combats de Kyokushinkai, ils se mettent une race les gars, mais alors ils ont aucun instinct de survie, quoi. Et c'est vrai que pour moi, ça me choque dans mon univers mental, hein. C'est vrai que ça me choque de voir ça et je dis: «Putain les gars, bon, effectivement, ils encaissent, ils ont durci leur mental pour ça, ils ont rompu leur corps à la douleur, à apprendre à avoir mal. Mais je me dis quand même, est-ce qu'on est vraiment, dans une préservation du corps et dans le fait que, on vieillira bien en pratiquant ce genre de choses? Essaye le kendo, tu vas rire. Ouais, j'ai pas, alors moi je parlais, Morgane, je parle pas en tant que, main armée, hein, je parle vraiment en pied-point. Après le main armé, c'est encore autre chose et effectivement, s'il y a l'armure, ça peut, il y a d'autres enfin, c'est les mêmes principes, je dirais, c'est-à-dire que le surcroît de protection permet des comportements qu'on n'aurait pas si on avait la tête sans protection. Mais en gros, effectivement, l'armure peut changer des comportements et pour revenir, c'est que voilà, j'ai quand même l'impression que, il y a pas trop, l'idée de conservation du corps. Oui, alors nous, c'est ce qu'on appelle un coup de temps, tout simplement, à prendre la canne. C'est ce qu'on appelle le coup de temps. En escrime, on va dire, c'est le maître des attaques. C'est-à-dire qu'on frappe l'adversaire alors qu'il est en train de déclencher son attaque et on le termine avant qu'il ait commencé. Voilà, c'est le terme, c'est ça, coup de temps. C'est le plus beau des coups. Voilà. De l'art des armes, c'est le plus beau des coups. En boxe, il existe aussi, en boxe française, hein, notamment, ça se fait avec les coups de poing directs ou les chassés. Le coup de temps, c'est vraiment c'est merveilleux, c'est génial. Une fois quand on arrive à bien cerner la façon de tirer de son adversaire et qu'on arrive à lui placer coup de temps sur coup de temps, le gars, il rage. Il rage parce qu'il comprend pas comment ça se fait qu'il se fait toper alors que lui, c'est lui qui est censé avoir l'initiative. C'est génial. Vraiment, c'est un truc que j'adore. C'est pas facile à faire, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement et on n'y arrive pas toujours. Mais quand on y arrive, on a cette petite satisfaction en disant: «Oh bah, sur ce coup-là, voyez-vous de recherche, je vous ai géré comme jamais» et non, j'avais bien, ouais, beh, bon, ouais, de toute façon, je pense qu'on retrouve les principes, ils ont pas les mêmes mots, heu, mais les principes, sont quand même, on va dire, c'est ce qu'on appelle les principes fondamentaux, quoi et beh, maintenant hop là, je vais, aborder, beh, le dernier chapitre de cette histoire. Est-ce que, lorsqu'on a appris la théorie de l'encaissement, est-ce que l'on peut faire marche arrière? C'est-à-dire revenir à une logique de jeu des parades? Eh ben moi je dis, de mon expérience propre, toujours, je dirais que oui. Ah parce que bon, je vous réexplique mon petit cursus. J'avais commencé par le kung-fu, donc il y avait pas trop de théorie de l'encaissement, voire pas du tout. Je suis passé en savate moderne, savate sportive, où la théorie de l'encaissement était, plutôt, imposée, tu vois? Si tu le fais pas, c'est que c'est pas bien. Même encore, mais alors que même j'avais un prof qui était plutôt à l'ancienne et qui apprenait à parer, hein, mais il y avait quand même il y avait une forme d'oppression sociale, une oppression systémique, que, il faut plaquer les bras contre le corps pour être en garde et si tu le fais pas, c'est que tu es nul, quoi. Quand j'avais passé mon CQP, savate en 2012-2013. On faisait des assauts avec les mecs des autres clubs. Putain, les gars, quand ils m'ont vu que je parais les coups, les bras, tout ça, les gars, ils avaient jamais vu ça. Tout le monde me regardait avec des yeux. Je me suis fait un petit peu brocarder, gentiment. Se disant que ma méthode, mon style, heureusement qu'il n'existait plus parce que sinon ce serait la catastrophe et il n'empêche que je n'étais pas touché quand même.
Mais peut-on faire marche arrière? Oui, bien sûr, mais il faut réapprendre. En fait, il faut déjà pour commencer par se respecter et on se respecte en ne prenant pas les coups, en rentrant, plus ou moins en bon état. Effectivement, quand ça chicote vraiment, on prend toujours des coups, ça c'est clair. Mais il faut partir du principe que dans l'absolu, il faut qu'aucun passe. Si on est déjà dans l'idée que, ouais, j'ai accepté, 10 des coups dans la gueule gratuitement, ben c'est pas bon. Il faut partir du principe qu'il faut en prendre zéro. C'est 0%. C'est pas un, c'est 0%. Bien sûr que dans les faits, il y a du déchet. Parce que l'autre, c'est à moins d'être un mec qui est manchot et unijambiste, mais le gars, il va essayer de vous toucher aussi, il va réfléchir, il va essayer de monter des stratégies, il va vous feinter, il va vous et voilà, beh, son but, c'est de vous toucher aussi ou de vous frapper. Donc bien sûr qu'il va y avoir du déchet. Heu, ouais, effectivement. Donc mais il faut partir du principe qu'il ne faut jamais être touché. On le saura, on sait qu'on va être touché quelque part, à un moment ou à un autre, on sait que ça va arriver, mais il faut être dans un état d'esprit où non, il ne faut jamais être touché, il faut être à la parade sur chaque, frappe, à l'esquive sur chaque tentative et dans la riposte immédiate autant que faire se peut, et c'est avec cet état d'esprit qu'on arrivera petit à petit à chasser cette mauvaise habitude d'accepter les coups pour espérer pouvoir les rendre après. Là, le but, c'est je n'accepte pas les coups, non seulement je les accepte pas, mais en plus je me venge, quoi. L'idée, c'est ça, hein. C'est tu me frappes, je t'empêche de me frapper, mais moi je t'en fous une derrière. Et pour avoir cette histoire d'équilibre de la terreur. Et donc la machine arrière est possible, mais ça demande énormément, de travail sur soi, hein. C'est une introspection, une remise en question de l'enseignement parfois d'une personne, de son professeur ou de son maître, heu et ça peut faire mal, hein, ça peut faire mal moralement, mentalement en se disant, «Mais ça veut dire que ce qu'il m'a appris, c'est faux?» Comme dirait Obi-Wan Kenobi, c'est vrai, mais d'un certain point de vue. Et le jeu des parades aussi est vrai dans un certain point de vue. Et dans d'autres optiques, il ne sera pas nécessaire parce que, les règles du jeu font que c'est pas nécessaire. Mais dans un je en gros, c'est on voit l'arbre de différents points de vue, hein. Mais dans un certain point de vue, effectivement, ce que vous avez appris avec votre professeur ou votre maître ne sera plus valable, à partir du moment où vous attaquerez la boxe française traditionnelle. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois, notamment avec des mecs qui venaient du karaté et qui avaient qui étaient très, très bons, hein, enfin, qui sont bons dans ce qu'ils font et ils se sont retrouvés démunis, face à la boxe française qui, eux, pensaient que c'était du sous-karaté. À ce sujet, allez voir, la dernière vidéo de Bernard Bordas, qui est très intéressante sur le sujet. Je l'ai publiée, sur mon mur pour ceux qui me suivent. Bref, il considérait que, l'ABF, c'était une forme de sous-karaté et en fait, ils se sont aperçus que les principes de leur karaté étaient vrais dans un certain point de vue, mais étaient complètement caducs par rapport à mon point de vue, par rapport à mon univers à moi et c'était vraiment très intéressant, hein, parce que du coup, on en parlait après et très sympa. Après, il y a des sensei qui sont des quiches. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est comme tout, hein, il y a des profs qui sont des quiches. J'en ai vu, hein, des profs de BF qui étaient des quiches, hein. Bah, vous allez sur internet, vous regardez des vidéos des fois, moi je dis rien, je publie pas parce que voilà, je suis pas dans la polémique, pas trop. Mais des fois, j'ai les yeux qui saignent, quoi. J'ai les yeux qui saignent, hein, je pleure. Mais toujours pareil, dans leur univers à eux, ils ont raison. Par rapport à moi et c'est pas bon. Il faut tout reprendre. Mais par rapport à leur univers à eux, c'est, i i c'est bon quoi. C'est comme ça qu'on leur a, qu'on leur a appris et donc du coup, ils perpétuent «leur tradition» entre guillemets. Mais, au final, on peut pas juger, est-ce qu'on peut juger alors si je juge par rapport à mes yeux de méchant traditionnaliste, effectivement, je vais avoir des mots un peu rudes, un peu rugueux. Mais au final, bon, c'est comme ça, hein, peut-être qu'un jour mes vidéos leur donneront envie d'essayer ils s'apercevront que ah beh, c'est peut-être pas si mal. Au final, c'est peut-être pas final, si mal de
Cette idée de préservation du corps, d'être présent sur chaque attaque, soit par une forme d'esquive, soit par une parade et de plus rentrer avec des bleus à des endroits improbables, avoir des bleus au bras parce qu'on a passé son temps à à caler, les bras contre le corps et l'autre, il a envoyé des coups de tibia dans le bras et de rien faire contre ça, ben peut-être qu'au bout d'un moment, c'est plaisant de rentrer sans avoir de bleu. Peut-être, hein, ou peut-être pas. Peut-être le gars, il va estimer qu'il a fait un mauvais entraînement parce qu'il est pas perclus de douleur. Enfin pour moi, si je sais que l'autre il est rentré perclus de douleur après un assaut contre moi, ça veut dire que moi j'ai bien bossé. Lui par contre, il faut qu'il revoie son système de parade. Ouais, 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 tu le juges. Oui, mais tu raison, ouais, moi je juge pas. Ça veut pas dire que j'en pense pas moins, mais j'évite d'en parler en public. Je nomme personne, voilà, chacun tirera les conclusions qu'il veut et enfin voilà. En gros, ouais, donc pour en venir à la conclusion, on arrive bientôt à 1 heure de live, ce sera pas mal. On va essayer de je vais éviter de faire trop, trop long non plus parce que si après ça peut être chiant. Pour moi, la théorie de l'encaissement est une erreur. C'est une erreur dans une logique martiale, mais c'est vrai dans une logique, sportive, dans un cadre très spécifique. Bonsoir, je suis d'accord avec vous, le carapatage des boxeurs anglais, ah putain ce truc ça s'efface à chaque fois, est une solution de genre parce qu'il y a beaucoup de limites, on ne voit plus rien et on est mal, on tombe sur un adepte du gunting. Oui. Ah bah non, chaque fois que je suis face à un type qui fait ça, de toute façon, moi je sais qu'il va me servir de punching ball. Déjà parce que je vais utiliser une allonge plus longue en point. C'est-à-dire que chaque fois qu'il voudra riposter, ben, moi je vais le voir riposter. Vu que je vois la situation, j'ai l'avantage de l'avantage du point de vue. On va dire, j'ai un champ de tir dégagé, vous voyez, et l'autre il est dans une forêt. Et moi je tire, donc il voit pas à travers quoi et moi au contraire j'ai une clairière militaire si je puis dire. Je peux voir ce qui se passe et j'ai cet avantage, c'est-à-dire qu'en détectant plus vite, j'ai une chance d'esquiver ou de parer plus vite et donc de riposter dans la foulée et ce qui aggrave le problème de celui d'en face, c'est-à-dire qu'en plus, quand il bouge pas, il se fait plomber, s'il bouge, il se fait parer, il se fait plomber. «Merde, qu'est-ce que je fais là?» «Viens apprendre dans mon club, je te montrerai comment on fait». C'est la meilleure solution. Voilà en gros, le sujet dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Apparemment, il semble que j'ai un public conquis à ma cause pour ce soir, très peu de contradicteurs. Mais bon, n'hésitez pas quand même pour ceux qui, regarderont ce direct plus tard, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Parce que je pense que ça peut intéresser, ça peut relancer un peu le débat et peut-être changer quelques façons de voir les choses, notamment en changeant les règles, en disant que quand vous prenez un coup au corps et que vous avez les bras plaqués contre le corps, vous perdez un point, vous donnez un point à l'adversaire. Et je pense que ça changera la donne, véritablement. Ouais, mais pour le moment, ils sont en train de gagner, hein, Morkan. On peut dire ce qu'on veut. Voilà, ceux qui en prennent plein la quiche actuellement, je pense que c'est nous, hein. Et il va falloir apprendre le jeu des parades. Il va falloir déjà que, relancer la pratique martiale française, celle qui nous a menés, à la pointe, de la civilisation, hein, c'est quand même bizarre, hein. Comme disait l'autre, c'était Henri qui me disait ça, son prof lui disait: «Le jour où l'armée française, n'a plus fait de boxe française, elle a pris des roustes». Bon, je laisse ses propos à celui qui a dit ça. Mais l'idée me plaît quand même pas mal. Si vous avez actuellement des questions à poser, n'hésitez pas à les poser, hein, je vais rester, ouais, il me reste à peu près 6 minutes. On se fait saboter de l'intérieur. Ah oui, ah ouais, la combi Lycra. Oh, oh, oh! Vaste sujet, la combi Lycra. Effectivement, en termes pratiques, c'est génial. C'est génial! Et moi, j'adore mettre une combi Lycra, hein. Ça vous, ça enfin, c'est comme si vous étiez nus, quoi. Il y a aucune gêne dans le mouvement. C'est vraiment génial. C'est génial. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Moi, il y a des gars qui disent: «Je refuse de faire de l'ABF parce que je veux pas mettre de la combi Lycra». Alors j'ai dit: «Écoute, alors déjà, loulou, calme-toi. C'est pas parce qu'en compétition, la combi Lycra est obligatoire que je vais forcer les gens à en avoir une au club». Enfin, quand j'en faisais, je leur disais ça. Ceux qui veulent la mettre, ils la mettent et ceux qui veulent pas,
Ils la mettent pas, je m'en fous. Tu aimes le pole dance aussi? Oui, j'aime le pole dance. Mais effectivement, la combi lycra, en fait, ça résume tout à fait, oui, bah, alors, apprendre la canne, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est du spectacle, hein, c'est effectivement qu'on finir avec la tête en steak haché, moi ça me tente pas non plus. Pour revenir à la combi lycra, c'est vraiment emblématique, d'une mauvaise gestion politique, d'une fédération, pour la promotion de son sport. Alors ils ont rectifié le tir, effectivement, ils ont ressorti des tenues, pantalon, t-shirt moulant. Effectivement, c'est un peu plus saillant, effectivement, c'est un peu mieux. Mais pendant longtemps, on va dire dans les années 90-2000, c'était un carnage. Ça a été un carnage parce que les gens véritablement ne voulaient pas faire de la boxe française parce qu'ils voulaient pas mettre de la tenue. Ça les intéressait, mais ils voulaient pas en faire à cause de la tenue. Bordel, quoi! Quand quand tu as les infos qui te remontent, faut trouver une solution et vite. Alors quand on regarde les tenues d'époque, elles sont pas dégueu, notamment dans le manuel de Delaunay. La couverture du manuel de Delaunay, la tenue, elle est pas dégueu. Moi, je la trouve plutôt jolie, une espèce de culotte noire, avec le chaussettes montantes un peu comme à l'escrime. Un haut, c'est un t-shirt sans manches, tout à fait moderne. Je trouve que visuellement, c'est joli. Après, quand on regarde dans le bouquin, les dessins sont faits avec une autre tenue, avec une veste qui se ferme, sur un côté, tout ça. Ouais, ça, c'est des trucs de philosophes grecs, ça. Et et hem et donc du coup, il y a des choses à faire, que ce soit, des tenues, pour la pratique en club, hors compète, sans parler du tout de compète. Juste pratique en club, où que tout le monde ait à peu près quelque chose qui ressemble, voilà, avoir un pantalon en coton, et une veste. Bon, beh, effectivement, ça ressemble beaucoup après à un gi de karaté ou un gi de judo, mais et à ce propos, j'avais une théorie. Henri m'avait brocardé là-dessus. Il m'a bien brocardé, mais quand même. Ah, je sais pas, faut demander. Alors, j'avais une théorie, une belle théorie du complot, sur le fait, l'explication du gi de karaté et de judo, la couleur, le blanc. Parce que alors écoutez-moi bien. En vérité je vous le dis, la tenue de caserne de l'armée française, et ça bien avant, enfin, qui apparaît, on va dire, dans les années 1860 à peu près. C'est une tenue blanche, qui s'appelle la tenue bourgeron, où le pantalon, c'est ce qu'on appelle un pantalon de treillis avec, un tissage particulier, un tissage en V, et une veste, une tunique par-dessus qui s'appelle bourgeron, qui est utilisée pour ne pas salir l'uniforme, pour ne pas abîmer l'uniforme. Et les soldats portent un ceinturon noir qui cintre cette veste bourgeron. Une ceinture noire sur une tenue entièrement blanche. Et du coup, je me suis dit, parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée française, entre les années 1870, même 1860 et 1880, l'armée française a énormément conseillé l'armée japonaise, surtout l'armée de terre. Alors il y a eu l'influence prussienne, il y a eu de l'influence anglaise, mais il y a aussi de l'influence française. Et c'est ce que disait Bernard Bordas, c'est que ça a énormément influencé le karaté moderne, style Shotokan, tous ces trucs. Bref, et ma théorie du complot, c'était que le gi de karaté et de judo était en fait une adaptation japonaise d'une tenue de travail, qui a un nom, j'ai oublié le terme, qui n'est pas un kimono, c'est un autre nom, c'est pas pareil. Le kimono est différent et donc les gars qui ont fait donc le karaté et le judo, se sont inspirés de cette tenue blanche bourgeron avec une ceinture noire qui le cintre, pour en faire leur tenue de travail, leur tenue, et effectivement ça a le même objectif puisque le but c'est de ne pas salir des beaux vêtements ou l'uniforme. Et donc ma théorie du complot, c'était que, la tenue blanche, qu'on retrouve, en karaté-do et en judo, pouvait avoir pour origine la tenue de caserne de l'armée française, la tenue bourgeron. Oui, effectivement, apprendre la canne. C'est, Jesse Camp qui a fait une vidéo là-dessus, une vidéo qui a lui, il a particulièrement bien,
Heu, alors les ceintures, c'est encore autre chose, hein, et ça, on peut en par on va en parler aussi. C'est donc Jesse Camp a particulièrement bien remué la merde avec avec sa vidéo. Personnellement, j'ai pas voulu aller aussi loin parce que là, j'allais me faire détruire. Bon, je vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie quand même. Mais effectivement, je suis quand même assez d'accord avec lui. Il y a, dans les grandes lignes, je suis d'accord avec lui. Alors, Morcan, les 360 couleurs, c'est purement, occidental. Ce sont les alors effectivement, c'est pour, la vision occidentale, mais ça avait été mis au point, ça a été développé pour que même dans les arts judo et karaté-do, pour plaire aux Européens. Le créateur du judo là, il s'appelle comment, Heu, j'ai un trou de mémoire. Lui, il était quand même, instructeur de baseball, quoi. Il connaissait la mentalité européenne. Il a fait des voyages en Europe pour voir les luttes anciennes européennes et françaises notamment, dans la vue de la création de son judo. Donc du coup, le gars, il connaissait son public. Il connaissait son public. Jigoro Kano! Merci Ludovic. Voilà, Jigoro Kano. Donc effectivement, ces histoires de couleurs, c'est pour les Européens. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait, ou Kana. Kano ou Kana? Où sont mes tongs? Ouais. Et et par contre, alors Maître Charlemont aussi et bien avant l'invention du judo, hein, il met en place des grades pour les enfants. Il avait mis en place dans sa méthode des grades pour les enfants. Ces histoires de ceinture pour adultes là, bleu, blanc, rouge, ce que vous voulez, c'est un truc pour les gosses à la base. C'est une info alors quand, les a normalement, un adulte, il a pas besoin d'avoir des grades de couleur pour savoir où il en est. Il en est capable tout seul en se confrontant à ses camarades de salle d'armes ou alors lors d'interclubs. Il a pas besoin d'avoir une ceinture pour prouver sa valeur. Il la prouve, sur le terrain, si je veux dire. Et alors que pour les enfants, c'est un repère, c'est constructeur. Ça les aide à se trouver une place. Donc les adultes sont devenus puérils. Alors ils sont je pense que dans une certaine mesure, il y a de ça, mais surtout on les a pris pour des cons et ils ont été infantilisés. Effectivement, il y a une vision infantilisatrice. Je crois que je suis en train de casser mon truc là. Ouais, bref. Ils ont été infantilisés. Ça, c'est pour moi, c'est certain. C'est en tout cas, c'est mon avis. Ne tombez Il faudrait ne pas tomber dans cette histoire de grade, quoi. Il faudrait s'en détacher. Vous voulez savoir quel est votre niveau? Allez voir le gars que vous estimez plus fort que vous dans le club et vous lui proposez un assaut. Alors, à la base, il y en avait 4. Le système a été introduit en France par Miko Nozuke Kawashi, maître du judo. OK, merci pour ces informations, à prendre la canne. Coluche, tu dirais qu'ils sont vraiment des cons. Ouais. Et bon, on est tous le con de notre, hein. Et du coup, moi, ce que je conseillerais, c'est mon avis personnel. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon, moi, enfin, voilà. Et c'est ce que je fais dans mon club. Tu veux savoir si tu veux savoir quel est ton niveau, tout simplement, c'est pour te situer. Eh bien, tu essayes de te confronter à la personne que tu estimes plus forte que toi. Ou parce que c'est un ancien, ou parce que le gars travaille dur. Tu vas le voir et tu lui proposes un assaut. Quand c'est l'heure des assauts, tu dis voilà, je veux faire un assaut avec toi. Je veux savoir, comme ça, je saurai où j'en suis, quoi. Et bien, effectivement, pour moi, c'est la meilleure manière de savoir où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est au niveau de sa technique? Où est-ce qu'on en est au niveau de son approche, de sa tactique? Et puis, par rapport à l'autre, est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'on arrive à triompher de cette peur, de cette crainte? Pour moi, c'est évident, il n'y a que l'assaut, il n'y a que la confrontation directe sur le terrain qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. C'est même pas pour savoir qui est le meilleur. Je parle même pas de ça, c'est pas pour des médailles, je parle même pas de ça. Je parle du fait, de savoir où est-ce qu'on en est soi-même. Est-ce que quels sont les défauts, quels sont les bons points, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille? Qu'est-ce qu'il faut que je conforte? Vous voyez? On est plus dans une construction de soi-même que dans une confrontation à l'autre. On travaille pour soi-même, c'est voilà, enfin, en tout cas, c'est ma vision, en tout cas, et c'est comme ça que j'aborde les choses. Alors je lis vos commentaires parce que, j'en ai loupé quelques-uns. Dire que si
Alors c'est pas forcément. Oui, effectivement, l'industrie cinématographique avait sorti un bon livre sur les arts martiaux français. Mais voyant la qualité du cinéma français actuel, faut pas y enfin, à moins de tomber sur des productions, artisanales, n'est-ce pas Morgane? On en parle? Hem, faut pas espérer une miette de film potable sur les AMF. Oui! Ah oui, alors, Bernard Bordas en avait parlé de ça aussi, effectivement. Les Dan, c'est copie sur le truc, militaire, européen. C'est complètement délirant au final. Quand on regarde, avec un œil un peu détaché de tout ça, on s'aperçoit, mais c'est tous ces gens sont tous cinglés, quoi. Les gars en Asie copient les Européens et les Européens copient parce qu'ils trouvent ça cool et les Européens copient les Asiatiques en pensant que c'est traditionnel asiatique. C'est fou, hein, c'est dingue, hein, et c'est kafkaïen même. Et donc du coup, pour revenir à mon propos, qui était, ben, on sait la vérité de soi-même en se confrontant à l'autre, l'autre n'étant pas un adversaire, mais un révélateur. C'est lui qui va vous révéler votre niveau, il va vous révéler où est-ce que vous en êtes et qui va vous aider à progresser, soit en vous mettant la raclée du siècle, soit en subissant vos foudres. Mais il y a que co à mon avis, il y a que comme ça qu'on sait à peu près où est-ce qu'on en est. Oui, un niveau technique acquis à un moment T. Et ce moment T ne pourra perdurer que si on garde la même intensité d'entraînement, au moins au niveau technique. Le moindre relâchement, on perd le niveau technique. Prenez les vacances, prenez, voilà, pour dire, le gars, il se fait mal, il se fait mal à un genou pour une raison ou pour une autre, il se fait mal à la cheville, il fait du vélo, il se foule la cheville en tombant, un truc comme ça. Le gars, pendant 6 mois, il va pas, il va pas pratiquer. Alors, outre l'aspect physique qui va s'émousser, l'aspect technique va s'émousser aussi, tout simplement parce que, beh, il y a pas un entretien régulier. Donc en fait, ces ceintures, ça flatte l'ego, ouais, effectivement, mais j'y suis passé aussi. Je parle. Ne croyez pas que je critique les autres en me disant que je suis meilleur. Loin de là, hein, c'est pas du tout. Je parle de quelque chose que je connais parce que j'y suis passé aussi et j'ai fait donc mon introspection. J'ai fait ma remise en question personnelle. J'ai passé mes grades de judo, j'ai passé mes grades de kung-fu, j'avais passé les grades de savate boxe française. Je suis gant jaune. Dans l'absolu, je suis gant jaune. Mais je suis gant jaune par rapport à un moment T. Est-ce que mon gant jaune est toujours valable aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être que j'ai augmenté le niveau. Bon, une fois, j'ai tiré face à une personne qui était gant d'argent et il m'a dit: «Tu as largement le niveau technique pour faire des gants d'argent et des assauts de haut niveau». Peut-être, c'est lui qui l'a jugé. C'est lui qui m'a dit ça et c'était un super assaut. Vraiment, je m'étais régalé avec lui en plus. Un mec, en or. Heu et et après alors attendez, je lis vos messages. Ah ouais, c'est amusant ça, apprendre la canne. Bah, effectivement, ce serait un peu logique. Du coup, le mon gant jaune, qu'est-ce qui vaut mon gant jaune aujourd'hui? Eh beh, techniquement, j'en sais rien. Je sais pas s'il est meilleur ou moins bon. Peut-être que j'ai perdu en termes des thèmes d'assaut. Attention, un karatéka écoute. Oui, mais j'espère bien, j'espère bien. Je vais vous ramener à la maison. Je vais vous expliquer, moi, qu'il faut revenir à la maison. La maison, c'est les arts martiaux français. Vous pouvez aller faire du tourisme, si cela vous chante, aller voyager à droite à gauche, mais revenez à la maison. La maison, c'est les arts martiaux français et revenez, imprégnez-vous de la tradition, de vos ancêtres, de votre tradition culturelle française. Employons les gros mots. Revenez à la maison, revenez à la maison. Et de toute façon, c'est très simple. Pourquoi, il y a autant de clubs d'arts martiaux asiatiques partout en France? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus de clubs français, de clubs d'arts martiaux français, de vrais arts martiaux français. Je parle de salles d'armes, hem, comme on pouvait en trouver encore, jusqu'en 1914 et aller un petit peu dans les années 20. C'est ça, qui a la disparition de ces salles a entraîné l'apparition de, beh, la nature a horreur du vide, hein. Il y aurait pas eu la Première Guerre mondiale avec la saignée des maîtres et des prévôts et des générations montantes. Les arts asiatiques, je pense qu'ils se seraient jamais implantés en France. Ou alors ça aurait été vraiment, hyper anecdotique. À mon avis, hein. Je pense que ça aurait été hyper anecdotique. Ils auraient pas eu leur place. Tout simplement parce que, on connaît l'homme, c'est comme on est. Heu,
vous tenez, ouais, vous avez votre ville, vous avez votre salle d'armes, dans votre village, vous avez votre salle d'armes, vous êtes bien implanté dans le secteur et là, il y a un Gus qui arrive avec, un truc, de je sais pas d'où là. Bon, au bout d'un moment, vous allez le voir, vous allez savoir, bon, c'est qui le boss là maintenant. Maintenant, on va se friter. Et c'est pas dit que, bah, au début, moi je me suis enfin, c'est Superfat, toujours pareil, qui m'expliquait, comment et même mon ancien prof nous expliquait les gars du karaté qui venaient se frotter aux gars de boxe française, bah, ils repartaient pas en général vainqueurs, hein, même, c'était très rare quand ils gagnaient. Donc moi je pense sérieusement, il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale et donc la deuxième par voie de conséquence, il n'y aurait jamais eu d'arts martiaux asiatiques autant développés. Il y en aurait peut-être eu un peu, mais pas beaucoup, à mon avis. Influence de la boxe française. Oui, oui, de toute façon, la boxe française au Japon, enfin, va falloir vraiment être très fort pour m'expliquer que c'est faux, hein. Alors effectivement, il y a toujours le poids du mythe. Ouais, le karaté, ça a 1000 ans, 2000 ans, même Cro-Magnon faisait du karaté. Ben non, pas les courants modernes, quoi. Vous allez sur Wikipédia, vous regardez les dates de création des courants modernes. Ils ont pas 100 ans, ouais, je crois qu'il y en a, il a 110 ans, mais c'est grand maximum. Mais 110 ans, la BF, elle était à son maximum elle était déjà très très bien développée. Il y a 110 ans, la BF, c'était, ben, elle était à son paroxysme de technicité, c'était magnifique. Et le karaté, il commençait à peine là-bas. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que on voit les vidéos. J'ai discuté avec un prof de karaté, il me disait: «Ouais, on a les vidéos du maître de notre style, tout ça». Je dis: «Ah ouais, ben nous, on n'a pas de vidéos parce que les photos et les vidéos, ça existait pas à cette époque-là». Et le mec, il a eu un blanc à un moment, tu sais, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu sais? Bah ouais, 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 c'est comme ça. Et mais malheureusement, le il faisait des cas karaté. Ouais, ça arrive aussi, ouais. Alors, ah oui, j'ai loupé un message. Il y a aussi une vision de destruction de la culture française par stratégie ou table rase. Ah! Salut Florian. Alors effectivement, Ludovic, on peut pas dire qu'il y a une volonté farouche, de l'État et des ministères. Peut-on parler des ministères sans rigoler? On peut pas dire qu'il y a une volonté farouche de défendre bec et ongles la culture martiale française. Même dans les milieux autorisés, on a plutôt tendance à se faire traiter de tout, de nom d'oiseau, d'amalgame avec une idéologie, n'est-ce pas? Hein? Ce qui est délirant, c'est délirant, mais parce qu'il y a effectivement, comme j'ai expliqué plusieurs fois, hein, au début, j'avais peur de dire que je faisais des arts martiaux français. Je disais: «Je faisais oui, je j'étudie les anciennes méthodes», tu un petit peu penaud, tu vois? Le gars, c'est français, je je fais des arts martiaux français, mais chut, faut pas le dire, c'est dangereux. Oui, le panache, eh bah, le panache, c'est carrément français, hein, pour le coup, hein. On pouvait en parler à Superfab, lui, il pourra vous faire une bonne conférence sur le panache. Et effectivement, il y a une espèce d'auto-détestation et beh, c'est malheureux, c'est triste, mais faut faire avec et il faut passer outre. Il faut passer outre, et il faut, même, fièrement porter les couleurs des maîtres, de nos maîtres et de nos anciens, qui ont pratiqué, qui ont enseigné, qui ont développé, qui ont permis à nos arts martiaux de se développer, que ce soit de l'escrime de pointe. Parce que on peut très bien, moi je parle souvent de boxe parce qu'effectivement c'est le sujet que je connais. Oui, oui Lolo, je suis d'accord avec toi. De toute façon, le karaté d'Okinawa, et c'est toujours pareil, Bernard Bordas, c'est lui qui en parle le mieux. Si vous voulez, tout comprendre sur ça, allez écouter ses vidéos qui parlent du karaté d'Okinawa et du karaté moderne. Enfin, je ne ferai que répéter ces mots et mal. Allez écouter ce qu'il dit, c'est très, très, très intéressant. Allez écouter ce que dit Bernard Bordas à propos du karaté, des karatés d'Okinawa et des karatés du Japon, moderne. Il explique tout. Tout est expliqué, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc oui, oui, de toute façon, comme tu dis, oui, de toute façon, Okinawa, c'est Okinawa. C'est pas le karaté d'après. C'est autre chose, c'est 2 choses différentes. On est d'accord. Boxe française de Joinville. Ouais, plutôt de Joinville et c'était pas des drogués les mecs, hein. Heu,
Enfin, voilà. Si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets qu'on peut traiter, n'hésitez pas à poster ça en commentaire, on peut aborder le sujet. Et particulièrement bon ce vin, je vais m'en faire une petite lichette supplémentaire. Ah! Alors, les sujets qui fâchent, les stages. Hem, vous n'êtes pas sans savoir que la situation actuelle, on est d'accord, Lolo francilien, on est tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Le Joe Kempo, un coup, un mort. C'était avec un 357 Magnum, non, Morgan? Effectivement, un coup, un mort, hein. Je rigole. Hem, les stages. Alors, par rapport à mon club, pour la saison à venir, heu et pour diverses raisons, il est fort probable qu'il ne réouvre pas. Je vous laisse, deviner, quelles en sont les raisons. Donc du coup, beh, il va se poser la question de est-ce comment, continuer à propager la bonne parole, n'est-ce pas? Bien, comment faire? Bah, déjà, vous savez, il y a la chaîne Patreon là que je continue à remplir en vidéo, donc bon, ça vaut ce que ça vaut. Effectivement, un enseignement à distance par vidéo, c'est pas ce sera jamais aussi bien que d'avoir un son prof ou la personne qui vous a en direct. Ça, c'est certain, c'est évident, mais ça peut donner les bases. Et ensuite pour les stages, et ben, en fait, là, je suis, petit à petit, je suis en train de travailler sur mon garage pour pouvoir essayer d'accueillir au moins une personne, voire 2, pour pouvoir faire des cours privés. Des stages, ça va être compliqué, pour le moment. J'y réfléchis, hein, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Enfin, en gros, on s'en est fait un avec Superfab cet été, où on a fait une journée complète d'entraînement. On s'est régalé. Moi, en fait, le problème, c'est que je peux pas héberger les gens. Voilà. C'est, le problème des stages, c'est que moi, je peux pas héberger les gens. Donc, si j'organise un truc, bah, les gens, il va falloir qu'ils se trouvent un moyen de se loger. Moi, je pourrais pas les héberger. Attendez, je remets la caméra un peu. Voilà. Je pourrais pas les héberger. Donc du coup, si j'héberge pas, bah, ça va être aux stagiaires de se démerder pour trouver, pour se loger. Alors je sais que ça se fait. Je sais que ça se fait, bah, quand, j'allais à côté de Nantes, là, chez la meute de Nuada pour les stages de lutte, bon, ben je payais ma chambre d'hôtel, tout ça, donc c'est possible. Mais voilà, il faut accepter le fait que si j'organise un truc, il y aura pas de, hôtel pas cher dans le coin ou maison d'hôtes. Oui, alors, les hôtels pas chers dans le coin, le problème, c'est pas qu'ils soient chers, c'est qu'il y a pas d'hôtel. Donc effectivement, maison d'hôtes, chambre d'hôtes et trucs comme ça, là, pour 2 jours, 2-3 jours, ça peut se faire. Effectivement, effectivement, ça, ce sera, possible. À moi après de, ben voilà, pour le stage, trouver les moyens après pour faire la bouffe, tout ça, et tout, heu, arriver à trouver un équilibre au niveau de la participation pécuniaire pour que ça reste accessible au maximum. Après le problème, reste que, reste le contexte actuel. Ça aussi, c'est vraiment une charge mentale ça, hein, du coup, c'est pour ça que par rapport à mon club, je jette l'éponge plus ou moins pour cette saison. Parce que j'en ai marre ça fait 18 mois que je tortille du cul pour essayer de trouver, d'aller au maximum de ce que la liberté m'autorise à faire, mais là, c'est trop. J'en ai marre, quoi. J'en ai vraiment marre. Ça va jamais, il y a toujours, heu, une fois qu'on a rempli toutes les conditions, mais il y a: «Ah, on vous avait pas dit, il y a une nouvelle condition», ouais, et alors c'est pas du tout la faute de mon club, hein, c'est eux, on fait que subir, on fait que subir les desiderata jupitériens, mais du coup, moi j'en ai marre. Donc je laisse pisser, j'accepte la situation. Pour le moment, ça sert à rien de se bagarrer. De toute façon, j'arrive pas à faire des cours comme je veux le faire forcément, parce que j'arrive pas à atteindre la qualité que je veux forcément parce que, ça va pas quoi. Ou j'ai pas accès à ma salle, j'ai pas accès à mon matos, ou alors, il pleut, parce qu'on est dehors. Enfin, au bout d'un moment, oh! 10 personnes! Record battu les amis! Hourra! Donc voilà, j'ai arrivé j'en ai ras le béret.
Ouais, oui, oui, ouais, un truc en fait, pas forcément en clandé, mais faire des trucs privés, quoi. Maximum, 5-6 personnes, grand maximum et puis basta. Voilà, dans l'idée, ce serait ça. Maintenant, ouais, il faut que j'en parle avec les copains, voir qu'est-ce qui est possible. Mais c'est vrai que tu veux pas aller lui mettre des baffes à Jupiter, franchement, qui y est déjà arrivé. Ouais, non, oh, vu le drama que ça a fait, niveau remarque, maintenant que j'en fais plus partie, ça les concerne plus. Mais vu le drama que ça avait fait, la dernière fois, la bonne petite une petite Montjoyade. Oui, oui, non mais, je vous avoue qu'en tant que professeur, c'est une situation que je vis quand même assez mal, parce que, on a beau se mettre en 4, ça va jamais, quoi. Ou 1 mois après, ça va plus, c'est encore un autre truc, ou alors ça change. C'est délirant. Donc au bout d'un moment, il y en a marre. Donc je ferai mes cours privés, pour ceux qui en ont envie. Alors si vous habitez en Aveyron, beh, voilà, je peux faire des cours à domicile, hein, c'est pas le problème. Je vais faire mon autopromotion, voilà, mais après, cette année, je pense que les clubs, c'est foutu. Les cours publics, c'est foutu. J'en ai marre. Voilà. C'est le mot, c'est vraiment le mot, j'en ai marre. Donc du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en parler. Ça fait maintenant 1h20 de direct. On arrêtera à 1h30, je pense, à moins qu'on on mette en place un nouveau débat. Ah ben moi, ce serait avec grand plaisir. Florian, avec grand plaisir que je me déplace, hein, il y a pas de souci. Voilà. Ouais, tu vu Lolo? C'est dur. Alors, je rappelle pour ceux que donc la dernière fois, on en avait discuté, il y avait, Captain Fracasse, je crois. On avait parlé de faire des directs pinards. Alors en fait, l'idée, ça va être de faire, un direct, un produit terroir. Aujourd'hui, donc c'est le du Totavel réserve 2018, des Pyrénées-Orientales. Il est particulièrement bon. C'est un goût que j'aime bien, hein. C'est vraiment, si vous aimez le bien rouge avec une bonne odeur, voilà, c'est, un parfum même, hein, vraiment, ça va très bien avec le bon morceau de steak, une bonne bavette là, quelque chose de bien quoi. Foncé, moi je l'ai trouvé celui-là, chez Super U. Voilà, donc Totavel de Gérard Bertrand, 2018. Pour moi, bonne cuvée, à mettre dans sa cave comme il se doit pour les bons moments festifs avec les amis. Alors qu'est-ce que j'ai loupé comme message? Alors, faire des stages dans le club, monsieur, donc oui, Florian, moi il y a pas de problème, je me déplace. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez travailler et moi je vous établirai un planning. Un planning sympa et puis voilà, que ce soit pour un jour ou 2 jours et puis on s'amuse. Il y a aucun problème pour ça. J'ai toujours dit, moi ça me dérange pas de me déplacer, il faut juste que, au moins que j'y perds pas du fric, au moins, sur le déplacement. Après, voilà, on s'arrange, une bonne bouffe, un bon truc comme ça, et on passe un bon moment, quoi. Moi, il y a aucun problème, hein, je suis vraiment dispo pour ça. Alors, si je deviens riche, je te finance une émission Repas du capitaine et on pirate le concept du repas de seigneur. Ouais, c'est une idée. Le repas du capitaine, ouais. Ouais, ça peut être marrant. Ah, pas de souci à prendre la canne par rapport à l'alcool, pas de souci. Par contre, pour ceux qui en boivent, vous pouvez leur conseiller, vous pouvez leur dire: «Le capitaine, il a dit que le Totavel cuvée 2018, c'est pas mal». C'est pas mal, pas sûr que la 2017 soit bien et je suis pas convaincu, c'est pas certain que la 2019 soit mieux, mais la 2018, elle vaut le déplacement, vous pouvez leur dire. Le conseil du capitaine. Si vous avez d'autres sujets, d'autres questions, oui, du Béour dans les prochaines médiévales, je t'attends. Alors moi en Béour, je vais me faire exploser. Déjà, j'ai pas d'armure, sinon, je prendrais l'arbalète, c'est pas grave.
Non, mais par contre, faudra me dire où est-ce qu'elles sont tes médiévales. Si je peux venir, ça peut être amusant de que je me déplace. Sans problème, sans problème, si c'est pas trop loin, tout ça, je peux passer ou si, il y a une occasion vraiment, particulière. Oui, oui, bien vu, à prendre la canne. Bah, par exemple, vous voyez, bah, le week-end dernier, j'ai passé 2 jours en Corrèze, hein, c'est à plus de 3 heures de route de chez moi. J'ai pris ma petite 125, moto confort, année 1950, un petit bijou cette bécane en plus. Hem et du coup, bah, voilà, moi le après voilà, si je me déplace assez loin, en général, je reste 3 jours sur place, parce que pour en profiter un peu, si c'est pour faire à la journée, je viendrai pas. Parce que ça fait beaucoup de route pour, au final, beaucoup de fatigue et pour peu de temps, et c'est assez compliqué. Mais voilà, un truc sur 2 3 jours, moi ça me dérange pas, au contraire, hein, c'est avec plaisir. Si vous avez d'autres sujets, hein, que vous souhaitez aborder ou des questions, particulières, n'hésitez pas. L'art du coup de boule. Ah ben ça, l'art du coup de boule, on le retrouve dans Théophile Gautier, ils en parlent, hein, Charlemont en parle, des coups de boule, c'est légal. Il explique même comment s'en protéger, donc c'est Charlemont, ouais, dans son manuel, le 1878. Il explique comment se protéger du coup de boule, comment l'esquiver ou comment le contrer, même comment faire un coup de temps sur un coup de boule. C'est que ça se pratique. Ils le savent, ils connaissent, ils savent faire. Donc oui, le coup de boule, il n'y a aucun problème pour ça, hein, apprendre à faire des coups de boule, apprendre à taper, oui, oui, il y a pas de problème. Et c'est connu. Pas de, y a pas de surprise sur ça, il l'explique très bien, Charlemont, hein, notamment, il y a pas vraiment aucun problème sur ça. Le coup de boule, c'est légal. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres sujets à aborder? Bah, là, je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. N'hésitez pas à poser des questions, hein, vraiment, là, voilà, il reste 3 minutes, bon, bah, tranquillement et après, je vais couper et je vais, vaquer à mes occupations. Oui, oui, je suis sur ta page Donjons et Chevaliers, Lolo, hein, je confirme. À ce propos, si vous voulez suivre mes petites aventures historiques, j'ai ma page sur Facebook, Capitaine France. Vous pouvez suivre Capitaine France. Vous verrez, notamment la fameuse moto confort C45 des années 50. Vous verrez, elle est plutôt jolie et elle est plus jolie que le propriétaire. Alors, j'ai fait mon event, je me dis que j'ai fait mon occasion, hein. Ah, ouais, là, et tu joues à quoi, Morgane? Donc, le prochain live, ce serait, dans tous les cas, ce serait d'ici 15 jours. 11 personnes! Waouh! On vient de battre un record. Deuxième record battu dans la soirée, 11 personnes sur le live. Là, on touche, hem, donc le prochain live, ce sera dans 15 jours. Je sais toujours pas de quoi je vais, vous causer. Ce sera sûrement lié à un fait d'actualité que je verrai. Ah, Elder Scrolls, ah oui, j'étais dessus, ouais, il est pas mal. Il est pas mal, j'avais bien aimé et si je vois un fait divers ou un sujet intéressant, vis-à-vis, on peut ramener sur les arts martiaux français, mais ça fera partie du truc et heu du coup, alors des infos sur les techniques de main ouverte et coup de coude. Alors, main ouverte, principalement, dans ce que j'ai lu, il y a la baffe. La bonne clacasse quoi, tu vois? Là, vram! Alors toutes les frappes sont légales à la savate. Alors je répondrai après, Lolo. Alors, donc technique de main ouverte, c'est principalement, la bonne clacasse dans ce que j'ai trouvé, des livres anciens ou le raffut. Maintenant, si on voit par rapport à la méthode Lafon avec le panaché de combat ou panache, là il y a des frappes, merci beaucoup, à prendre la canne. Merci. Voilà, j'espère que tu seras là pour le prochain. Et donc, avec la méthode Lafon, il y avait le principe des frappes main ouvertes est beaucoup plus développé. Il y aura une vidéo sur le sujet, incessamment sous peu. Dès que j'ai fini avec Bouffémont, j'enverrai sur ça. Donc oui, il y a des techniques
elles sont, alors, dans les bouquins anciens, ils en parlent pas énormément, mais avec la méthode Lafon, on a quelque chose qui est très propre, très carré, qui tient la route. Mais ça, vous verrez ça, je vous expliquerai ça plutôt en détail, dans une future vidéo. Les coups de coude. Les coups de coude, Charlemont en parle lui aussi. Il est en fait, en gros, dans un des paragraphes qui est hyper important, il dit, «La fin justifie les moyens. Si on doit y jouer du genou, du coude ou de la tête, il faut le faire, parce que le but, c'est de ne pas bouffer le pavé». Et Charlemont est encore une fois, il est dans le vrai, quoi. On voit, c'est le gars, il sait de quoi il parle, il sait la vérité. Il faut utiliser ce qui doit être utilisé pour survivre. Donc si on a une distance très courte ou si on sait que le coup de coude fait, a un rapport un rendement, on va dire, une utilité, plus que la claque ou la frappe, et beh, on va le mettre le coup de coude, on le met et puis voilà et si, on doit mettre un coup de genou et un coup de coude, on le fait et coup de genou, coup de tête et beh, ça se passe aussi. Pour Charlemont, hein, il y a vraiment aucun souci sur ça et même pour les autres maîtres, heu, on est d'accord. On est d'accord sur ça, il y a aucun souci. Il y a pas de on va dire et c'est là que je rebondis sur la question de Lolo, francilien, toutes les frappes sont légales à la savate. Eh bien, là, en fait, toujours pareil. De quoi est-ce qu'on parle? De quel contexte est-ce que l'on parle? Si on parle de savate boxe française, c'est-à-dire de sport, eh bien, effectivement, il y a des interdits parce que c'est du sport. Mais lorsque l'on parle de savate traditionnelle, et là, on peut se référer notamment au témoignage de Théophile Gautier, hein, donc vous trouverez sur la chaîne la lecture de l'article. Effectivement, la paume de la main, oui, il y a pas de limite. Il faut comprendre que la savate, c'est de la survie. Tout ce qui peut marcher, il faut l'utiliser. Tout ce qui peut marcher, toutes les techniques qu'on peut utiliser et qui ne nous fait pas mal pendant en la faisant, il faut l'utiliser. Je veux dire, si, on va pas faire un coup de pied bas, si vous n'avez pas de chaussures. On va faire autre chose. Par contre, quand vous avez une chaussure dure, vous allez le faire le coup de pied bas, ça marche. Ça, on le sait que ça marche. La savate, c'est un contact avec le réel. Il faut faire les techniques, qui marchent et qui nous garantissent de ne pas nous faire mal. Voilà, en fait, quand vous frappez, il ne faut pas vous faire mal. Donc effectivement, une frappe main ouverte au niveau du menton est plus adéquate qu'une frappe avec le poing. Dans la rue, pas de règle. Eh beh, oui, dans la rue, pas de règle. Mais pas de règle ne veut pas dire pas de jugeote. J'ai pour mémoire, un copain qui a eu une embrouille dans la rue, heu et à un moment, ouais, il a mis un entre guillemets, «un low kick». Ouais, vraiment, c'est le coup de low kick. Il l'a fait avec le coup de pied. Tu sais, vous savez, c'est le coup ça, c'est le pied, hein. Il l'a fait avec cette partie et il s'est fait mal à la cheville. Il s'est fait mal à la cheville. Donc pas de règle ne veut pas dire pas de jugeote. Il ne faut pas employer des techniques qui vous blessent quand vous les utilisez, sinon c'est con, quoi. Ça a pas d'intérêt. Il faut utiliser des techniques qui vous garantissent de vous faire mal, par contre qui per à l'autre, lui, il faut que ça lui fasse le maximum de dégâts possible en fonction du contexte. Effectivement, si vous êtes dans un danger de mort imminente, il faut que vos frappes, elles puissent vous sauver la vie. Si vous êtes dans une bagarre de poivreaux, faites attention, il y a quand même la loi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, c'est ça, apprendre la canne, c'est tout à fait ça. La règle de la rue, c'est rester vivant et le moins amoché possible. Il faut pas bouffer le pavé. Celui qui tombe, voilà, il a perdu, mais il a perdu, peut-être des fois, il a plus perdu que le mec qui a perdu sur le ring. Si vous voyez, de faire, l'idée c'est ça donc la savate, traditionnelle, il y a pas d'interdit en soi, il y a pas de règle d'interdit. Mais il faut être intelligent. Il faut avoir de la jugeote et ne pas employer des techniques qui nous blessent. Il faut employer des techniques, où la douleur est à sens unique. C'est tout dans la gueule de l'autre. Il faut pas qu'il y ait de retour. Voilà, frapper avec, le dessus du pied ou de la cheville, et que l'autre il part, ben là, vous vous estropiez tout seul. Vous vous estropiez tout seul et c'est ça qu'il faut éviter. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'arriver, à frapper en se garantissant de tout mauvais coup. L'idée, c'est ça. Donc oui, effectivement, pas de règle dans la rue. Et oui, Aurélien. Mais bien sûr, mais c'est ça qu'il faut comprendre.
C'est que la BF n'est pas un sport d'origine, c'est un art de défense dans la rue. C Faire de la savate pieds nus, c'est un non-sens. C'est comme faire de c'est comme faire de la Formule 1 en vélo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faire de la Formule 1 en vélo, ça ne veut rien dire. Faire de la savate pieds nus, ça ne veut rien dire. Tout simplement parce que pourquoi? Savate, ça veut dire chaussure. Je renvoie encore une fois sur les vidéos de Super Fab, allez sur sa chaîne, il explique ça très, très bien. L'histoire de la savate, c'est une chaussure et donc on peut pas apprendre à faire de la boxe française si on est pieds nus. C'est pas possible, c'est pas possible, ça peut pas marcher. C'est illogique. On est dans l'illogisme total, ce vous faites dans ce cas-là, il faut pratiquer un art en adéquation avec l'escrime des pieds nus, puisque la savate et la boxe française, c'est l'escrime des pieds armés. Moi, je me répète, mais il faut que ça rentre, quoi, et propager ça aussi. Parlez-en aussi auprès de vos collègues qui pratiquent. La boxe française et la savate, c'est l'usage des chaussures, c'est des pieds armés, c'est pas des pieds nus. C'est mains nues, pieds armés. Alors effectivement, par contre, quand on a une canne, on devient donc main armée, pied armé, avec la savate, main armée, pied armé. Donc là, on n'est pas considéré en main nue, on est considéré armé. Aussi et si vous voulez pratiquer pieds nus, pratiquez un art qui, dans son essence, dans sa fondamentalement, c'est un art pieds nus. C'est-à-dire qu'il va utiliser des postures de jambes, des postures de pieds, qui ne vous feront pas mal. Je crois que c'était Robert Paturel qui avait essayé des techniques, de BF pieds nus, il s'était bousillé les orteils. Mais c'est normal, aucune surprise, c'est logique. Les techniques de boxe française sont prévues pour les pieds chaussés, avec des chaussures dures. Même pas les chaussons. Le chausson, c'est encore autre chose, puisque je le répète encore une fois, mais il faut que ça rentre. Le chausson, ce n'est pas de la défense. Le chausson, c'est du jeu et quand on fait du jeu, on ne se fait pas mal. C'est de la touche. Donc si on touche, on n'a pas besoin de faire mal et si on n'a pas besoin de faire mal, on met pas des chaussures dures, on met, des chaussons. Alors soit des chaussures très souples, des espadrilles ou les chaussons de chez Riva, Tisba, tout ça, voilà. À la base, ces chaussures, un chausson, c'est pas fait pour faire mal. Le chausson n'est pas fait pour marcher dans la rue. C'est fait pour la salle, c'est à la maison, c'est les pantoufles, c'est pas fait pour ça. Voilà, donc il faut vraiment bien comprendre, que c'est bien séparé. Oui, le karaté traditionnel, même le karaté Okinawa, n'a strictement rien à voir avec le karaté moderne sportif. C'est 2 choses radicalement différentes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. À partir de là, la messe est dite. Bonne nuit Morgane, passe une bonne soirée. Bon, on arrive, quand même 1h40. Je vais vous quitter. Cette soirée était très intéressante. Je me suis bien amusé, pour ce direct. N'hésitez pas à continuer à parler en commentaire, il y a aucun problème, hein. La discussion reste entièrement ouverte. Je vous tiendrai au courant, vis-à-vis de l'évolution au niveau de mon club, tout ça là. Et puis voilà. Maintenant, passez tous une bonne soirée, partagez la vidéo. Oui, j'en ai des chaussures ferrées, hein, Lolo, ouais, et effectivement, le coup de pied bas, ça marche, hein, même en fait, le gars, il a mal rien qu'en voyant les chaussures. Tu l'as pas touché, déjà le gars a mal. Donc partagez le live s'il vous plaît. Partagez-le sur les groupes que vous avez, tout ça là, histoire de faire connaître les arts martiaux français, de faire revenir les gens à la maison. Et puis voilà. La prochaine fois, j'essaierai de trouver une autre bouteille de vin ou de la bière ou peut-être autre chose, on verra. Histoire que, à chaque direct, on aura, un petit produit du terroir ou peut-être à manger aussi, je sais pas. Un petit produit du terroir et puis si ça et puis espérons qu'il y ait du monde. Bon, on est à 10 personnes sur le live aujourd'hui, bon, c'est bien. Petit à petit, on gagne du potentiel. Partagez, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, faites comme tous les autres et puis voilà. Allez, ciao, amusez-vous bien et à très bientôt.